Kia ora, kwe, good morning, bonjour. Je suis très heureux et très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous parle directement du nord du Canada, à Montréal. Il fait très froid ici aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon histoire, de ma nation, de toutes les Premières Nations du Canada. Et après ça, je vous parlerai de ma marche à travers le projet Innu-Mishkenu. Et après ça, discuter des déterminants de la santé qui affectent les populations autochtones du Canada. Donc, diapositive numéro 2. Le storytelling ou le conte est la façon de communiquer de façon traditionnelle chez les premiers peuples du Canada. C'est la façon que moi, j'ai eu la chance avec mes grands-parents d'apprendre sur ma culture, sur la richesse de mon histoire à travers l'histoire que mes grands-parents racontaient sous la tente. Donc, je vais vous raconter une histoire et pas vous donner une conférence scientifique traditionnelle comme vous êtes habitué de la voir. Donc, diapositive numéro 3. Je suis un Innu de Pessamit, qui est une communauté qui est située à 400 km au nord de Québec, qui est la capitale de la province de Québec, qui est située sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Et à Pessamit, le fleuve est 40 km de large. C'est l'eau est salée avec des mammifères marins tels que les phoques, tels que les baleines et la pêche pratique à ce niveau-là aussi. Donc, diapositive 4, 5 et 6, où on voit mon village et aussi la perspective de mon village sur le fleuve et sur la rivière Pessamit. Maintenant, la diapositive numéro 7. Je suis né dans une crèche en 1965. Il n'était pas permis à des mères non mariées de donner naissance dans un hôpital à l'époque. Et il fallait qu'ils donnent naissance dans une crèche. Et quand c'était une jeune femme des Premières Nations comme ma mère, avec un enfant conçu dans le péché, l'enfant devait être donné en adoption pour sauver son âme. Mon grand-père, Moshum, c'est le nom de grand-papa en Innu, qui était un trappeur, un chasseur et un pêcheur, a décidé de m'adopter. Donc, il est allé à la compagnie Abédusson, qui est le magasin général de la communauté. C'est là qu'il vendait ses fourrures. Il a demandé de l'avance d'argent sur sa prochaine année de chasse et est venu me chercher à Québec dans la crèche. Donc, à l'âge d'à peu près 3 et 4 jours, j'ai été adopté par mes grands-parents, diapositive numéro 8, qui m'ont amené à mon village. Diapositive numéro 9, j'ai été élevé donc de façon très traditionnelle. Mes grands-parents ne parlaient presque pas français, parlaient pas anglais, ils ne parlaient que les Innu. Et j'ai grandi dans la forêt en apprenant à chasser, pêcher, en vivant dans une tente en canevas. Donc, le manteau que je porte, c'est un manteau traditionnel autochtone, fait en canevas, qui nous a été donné par le colonel Abédusson dans les années 1800, qui a servi de monnaie d'échange pour nos échanges commerciaux et économiques. Donc, j'ai grandi sous la tente et j'ai appris ma langue, ma culture avec mes grands-parents. Diapositive numéro 10. Et par la suite, à l'âge de 6 ans, j'étais à l'école dans ma communauté où j'ai appris le français. Malheureusement, cette école-là, il y avait encore beaucoup d'aspects colonialistes. Il nous était interdit de parler dans Innu, dans notre propre école. On nous disait qu'on n'avait pas le droit de parler en sauvage. Il fallait parler en sauvage seulement à l'extérieur de l'école. Et pour moi, l'éducation, c'était... j'ai toujours considéré ça comme, oui, peut-être une façon d'avancer, mais aussi un aspect du colonisateur qui essaie de nous dominer. Diapositive numéro 11. Et pour m'aider dans mon cheminement, j'ai eu des modèles. Ma mère, qui était ma modèle aussi. Ma mère voulait aller à l'université, mais c'était interdit jusqu'en 65 pour les Autochtones au Canada d'aller à l'université. Sinon, il fallait qu'il signe un document d'émancipation. Mon grand-père a été un grand modèle pour moi, un modèle de force, de courage, de bravoure, et qui m'a dit, mon fils, toi, tu vas aller à l'école, tu vas aller à l'université pour apprendre la science des non-autochtones, leur connaissance, leur langue et leurs lois pour défendre notre terre qui a été bafouée. On nous a volé notre terre, des barrages ont été construits par la province sans nous donner la redevance.
notre mode de vie a été brisé par des non-autochtones. Donc, va à l'école, apprends leur langue, apprends leur loi pour défendre notre culture. Il y a aussi des grands chefs qui sont venus dans ma communauté qui m'ont inspiré beaucoup pour aller à l'école et pour devenir quelqu'un qui sera capable de peut-être changer la donne dans le futur. Diapositive numéro 12. Donc, j'étais à Québec, étudié au secondaire, ensuite au cégep. Et par la suite, je suis rentré à l'école de médecine à Montréal en 1984 et j'ai terminé en 1994 mon cours de chirurgie. Donc, j'étais le premier médecin autochtone, chirurgien autochtone au Québec. J'ai été honoré par mon village et ma nation. Je me suis marié en 1994. J'ai eu 2 enfants de mon premier mariage et par la suite divorcé en 2003. Des moments qui ont été difficiles dans ma vie. Et par la suite, en 2005, j'ai eu un enfant, un garçon, qui s'appelle Xavier, qui est le nom de mon grand-père. Mon grand-père est décédé en 1982. Il a été frappé par un non-autochtone en état d'ébriété, mais la loi n'était pas vraiment juste à l'époque. Un autochtone mort était un autochtone de moins. Donc, et c'est pour ça que j'ai voulu donner le nom de mon grand-père à mon fils en 2005. Et quand j'étais à Ottawa en 2006, 2007 et 2008, j'étais le chef le directeur du programme autochtone de l'Université d'Ottawa, le programme autochtone de la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Et ma conjointe m'a quitté. Et ça a été le début d'une lente descente vers la dépression en 2007. Et en août 2007, j'ai tenté à ma vie. J'ai fait une tentative de suicide qui a été manquée. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir manqué cette tentative. Et je dis souvent, dans la nuit la plus froide, la plus longue, le soleil finit toujours par se lever. Et moi, je l'ai vécu. Et aujourd'hui, je suis très content, 12 ans après cet événement-là, d'être encore en vie aujourd'hui. Et c'est un cadeau. La vie est un cadeau. Un cadeau des fois difficile, mais c'est le plus beau cadeau. La mort vient nous chercher de toute façon. On n'a pas besoin d'aller la chercher. Et ceci m'amène, en 2007, à aller donner une conférence en Nouvelle-Zélande pour parler du savoir traditionnel autochtone. Et j'arrive à Rotorua, épuisé, toujours dans la dépression. Donc, diapositive numéro 13. Et j'arrive à Rotorua et un de mes amis me dit va courir cette année, tu es un coureur, ça va te faire du bien, par le jet lag est difficile. Et j'ai commencé à courir, même si j'étais épuisé, j'avais même pas la force d'aller courir 5 minutes. Et en courant à travers le Rotorua, en sentant l'énergie de la terre, les geysers qui étaient présents sur place, j'ai couru pendant près de 3 heures et j'ai fait un rêve pendant que je courais, que j'allais marcher sur une terre lointaine. Et j'ai rêvé aussi sur la conférence que je donnais le lendemain. Donc, ça a été un moment qui a changé ma vie et qui m'a amené en Espagne en 2008 faire le chemin de Compostelle, qui est un pèlerinage et de 800 km. Donc, diapositive numéro 14 et 15. Et chemin faisant, sur le chemin de Compostelle, j'ai fait un rêve aussi la dernière journée de Compostelle. J'avais été hospitalisé pendant quelques jours à cause d'une infection à la jambe qui était très grave, mais que j'avais pu guérir. Et, et à la dernière journée, j'ai fait un rêve qu'il y avait des aînés qui me parlaient dans mon rêve. Et je parlais des jeunes autochtones et je leur disais l'importance d'avoir un rêve, l'importance de croire en eux et d'être fiers de qui ils étaient. Et des aînés venaient me voir pour me redonner mon histoire, ma culture que j'avais perdue à travers le processus d'éducation. Et en me levant le matin, j'ai dit « Wow, quel beau rêve! » C'est comme regarder une émission de télévision. Et en marchant ce matin-là, quelqu'un m'a dit « C'est pas un rêve que tu as fait, c'est une vision. Et la vision, tu devras marcher sur le chemin de ta vision. Et la vision, le chemin te donnera des réponses. » Je pensais qu'il était un peu fou,
Je mets qui parle, j'y croyais plus ou moins. Je suis un chirurgien, quelqu'un de très terre à terre. Mais finalement, quand je suis revenu au Canada, j'ai pensé à ce rêve-là qui m'a hanté pendant près de 2 ans. Et en 2010, j'ai commencé le Innu-Mishkenu, un projet de marcher à travers le territoire du Québec et de l'Ontario, à la rencontre des jeunes autochtones pour les inspirer à croire leurs rêves, à croire en leur talent, leur potentiel et d'être fiers de qui ils sont. Et aussi d'apprendre des aînés, apprendre ma culture, mon histoire que j'avais perdue. Donc, en 2010, j'ai commencé cette marche-là. Pendant près de 6 ans, je faisais environ 3-4 semaines par année de marche pour me permettre de continuer à être chirurgien et m'occuper de mes enfants. Et donc, on peut montrer les images jusqu'à la diapositive 73 de façon assez rapide pour montrer les images de cette marche-là. J'ai fait à travers le territoire. J'ai marché avec plusieurs milliers de personnes. J'ai traversé les 11 nations du Québec, les 11 nations autochtones du Québec. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, apprendre beaucoup sur moi, apprendre beaucoup sur les Premières Nations et aussi apprendre l'importance des déterminants de la santé sur la santé des Premières Nations, apprendre aussi de façon très réelle les impacts de la colonisation, des pensionnats sur la santé actuelle des Premières Nations. Donc, diapositive 73, le total des kilomètres que j'ai parcourus, c'est 6 000 kilomètres, 35 communautés autochtones rencontrées, plus de 30 000 personnes avec qui j'ai pu rencontrer, 20 000 jeunes que j'ai rencontrés dans les écoles, 10 000 personnes avec qui j'ai marché et discuté. Donc, un constat assez éloquent. Diapositive numéro 74. Donc, c'est une carte du Québec et on montre tous les marches que j'ai effectuées dans les 6 000 km que j'ai fait. Donc, 75, c'est les résultats. Donc, diapositive numéro 76, il y a des livres qui ont été écrits pour les écoles et aussi des bandes dessinées qui sont destinées pour les jeunes à l'école pour les inspirer à croire en eux et développer leur plein potentiel. Et par la suite, diapositive 77, il y a un documentaire qui a été fait sur mon aventure et qui est disponible sur Radio-Canada, mais en français. Donc, au niveau de la diapositive 78, qui nous sommes, je vais vous parler rapidement sur les Premières Nations du Canada. Il y a 55 Premières Nations au Canada. Nous sommes 1 700 000 autochtones, soit Premières Nations, Métis ou Inuit. Au Québec, près de 110 000 personnes sont d'origine autochtone. Donc, au Canada, environ 3% de la population canadienne est autochtone. Il y a plusieurs langues et 615 communautés à travers le Canada. Donc, c'est une grande diversité. Et souvent, quand je rencontre des non-autochtones, je leur dis, écoutez, les Autochtones au Canada, nous sommes très différents. Il y a des liens entre différentes nations, mais on est aussi différents que les pays d'Europe peuvent être différents. Un Français, un Grec sont européens, mais ils sont vraiment, franchement distincts. Le Grec et le Français ne partagent pas la même histoire, mais ils sont élevés sur le même territoire de l'Europe. Donc, les peuples de Première Nation du Canada sont une grande diversité de nations. Mais nous avons vécu des épreuves communes, comme la colonisation, même chose que les Maoris ou les Aborigènes d'Australie ont pu vivre à peu près au même temps. Nos nations ont été sédentarisées par les non-autochtones, par les colonisateurs. Et dans les années 1800, nous avons connu l'époque des pensionnats autochtones. Pour comprendre l'état de santé des Premières Nations aujourd'hui, il faut bien comprendre les impacts qu'ont eu les pensionnats sur la santé des Premières Nations. Il y a eu plusieurs traumatismes des jeunes qui ont été dans ces écoles-là, au niveau physique, au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau psychologique aussi. Ces jeunes-là étaient arrachés de leur famille, donc n'ont pas eu la chance de pouvoir apprendre l'amour donné par leurs parents, la tendresse qu'un parent peut donner à son enfant. Ces enfants-là étaient soumis à de la violence
de l'institution, de la violence de leur père. Donc, ils sont devenus un peu aigres et des gens violents, souvent, font élever leurs enfants dans la violence. Donc, il y a un effet transgénérationnel qui s'effectue. Moi, j'ai été pendant 3-4 jours dans un pensionnat en 76. Et je peux vous dire que j'ai demandé à ma mère de m'en sortir, sinon je serais pas devenu l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Et on doit comprendre que ces effets-là sont transgénérationnels, sont transmis de génération en génération. Et ça explique les problématiques autochtones actuelles. Et les aborigènes d'Australie et les Maoris de Nouvelle-Zélande ont connu un peu le même phénomène à travers l'histoire. Donc, au niveau des données socio-communautaires, socio-économiques aussi des Premières Nations, on doit noter que la population autochtone au Canada est très jeune. C'est une population qui a la majorité de la population a moins de 22 ans, donc c'est une population qui est très jeune comparativement à la population vieillissante non autochtone. Et une des problématiques importantes des Premières Nations, c'est le diabète qui est en émergence depuis plusieurs années. Le taux de diabète est de 3-4 fois plus élevé et qui s'explique par la sédentarisation des populations autochtones et aussi par un changement du mode de vie, donc un mode de vie traditionnel où les gens allaient chasser, cueillir pour aller chercher de la nourriture. Aujourd'hui, la nourriture est available et disponible facilement. Sans le déplacement que les ancêtres faisaient. Moi, mes grands-parents étaient des chasseurs, étaient sur le territoire continuellement. Et aujourd'hui, les gens se promènent en voiture ou en véhicule tout-terrain. Et l'autre effet, c'est la sédentarisation, le changement de la diète, qui est une diète maintenant très riche en carbohydrates, en glucides, qui n'était pas présente à l'époque il y a 30-40 ans. Et il y a probablement aussi tout l'aspect des impacts de colonisation et aussi des effets des pensionnats qu'on doit considérer. Un aîné de l'Alberta me disait, il y a quelques années, je vais vous le dire en anglais parce que le mot est en anglais, we didn't know what diabetes was in the past. Diabetes started to appear 1 or 2 generations ago, and it appears since they have removed the sweetness of our lives. Et je pense que ça veut tout dire, c'est de rendre une population dépendante, d'enlever son vouloir vivre, rend les gens malades. Donc, c'est une association holistique qui prend en considération les déterminants de la santé. Le taux de suicide aussi est très élevé parmi les Premières Nations, il est de 5 à 6 fois plus élevé. Et dans le Nunavik, dans le nord du Canada, chez les Inuits, le taux de suicide est de près de 20 à 24 fois plus élevé chez les jeunes. Donc, des problématiques qui sont très importantes et qui ont des impacts très importants dans les populations autochtones. Les effets des pensionnats ont encore des effets très importants aujourd'hui. Au Canada, près de 25 000 jeunes autochtones sont dans le système de protection de la jeunesse. Donc, c'est 10% des jeunes autochtones qui sont dans le système de protection de la jeunesse. Et c'est comme une suite, ou encore, on est en train de revivre un drame encore plus important que les pensionnats. Ces jeunes-là sont adoptés dans des familles non autochtones. Ils perdent leur repère culturel, leur langue. Et ces jeunes-là, la plupart du temps, ont des problèmes de santé mentale, de suicide ou de violence très importants quand ils arrivent à l'âge adulte. Donc, nous avons encore aujourd'hui des problématiques qui sont très actuelles, mais qu'on doit prendre en charge. Et c'est pour ça, à travers ma marche, à travers mes interventions auprès des jeunes, je veux dire aux jeunes qu'on a un grand potentiel. À travers mes 6000 km de marche, je me suis rendu compte comment mes ancêtres, mes grands-parents étaient de grandes personnes, braves et courageuses, et que mes ancêtres ont pu franchir autant de distance. Et moi, j'ai été soutenu de façon logistique par des équipes. J'ai trouvé ça très difficile. J'ai affronté même la mort à plusieurs reprises durant mon chemin des 6000 km. Et je pensais à mes grands-parents. Et j'ai encore plus d'admiration pour mes grands-parents. Et je dis aux jeunes, soyez fiers de vos grands-parents, de vos ancêtres. C'était des hommes courageux, des athlètes.
pour avoir survécu au climat, au mode de vie qu'ils avaient. Donc, il faut s'inspirer de cette force-là qui est innée en nous et dire aux jeunes que vous avez le potentiel de réaliser tous les rêves que vous voulez avoir, mais il faut juste y croire. La persévérance, la résilience sont en nous. Continuons et développons notre potentiel en étant fiers de qui on est. Et je pense que c'est la solution pour les Premières Nations, c'est de prendre cette force de résilience-là, la fierté de notre passé, de s'affirmer auprès de la population canadienne et aussi de demander au gouvernement canadien de régler les problèmes territoriaux et de donner les services que les Premières Nations ont besoin. Il y a eu de grandes enquêtes qui ont été faites dans les dernières années au Canada qui démontraient la pauvreté des Premières Nations et il est une obligation, je pense, au gouvernement canadien de pouvoir corriger ces erreurs historiques et de redonner la fierté et la place aux Premières Nations. Il y a un grand potentiel de jeunes autochtones aujourd'hui. Et si on permet à ces jeunes-là de développer leur plein potentiel, ce sera une richesse qui sera pour l'ensemble du pays. Le gouvernement canadien développe à coups de milliards de dollars des chemins pour aller extraire le diamant, les minéraux du sous-sol canadien, mais il devrait pas mal investir autant d'argent, ces milliards de dollars-là, dans le développement du potentiel des jeunes pour qu'ils puissent contribuer au bien-être et au mieux-être des Canadiens. Je pense que la même chose pourrait se faire dans tous les pays à travers le monde, développer le potentiel des jeunes. Donc, pour conclure, les déterminants de la santé ont un impact beaucoup plus important que les soins de santé sur les populations, sur les grandes populations. Et je pense que redonner l'éducation et aussi un accès au développement économique et au développement culturel des populations autochtones va permettre à ceux-ci de pouvoir redonner à la population globale canadienne et aussi à travers tous les pays du monde. Donc, je vous remercie beaucoup. Maintenant, miigwech.